Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer qu'il n'y ait pas de Larsen. Très, très heureux et très ému de vous retrouver ce soir, ici, si nombreux. Merci beaucoup. Et pour la dernière fois ensemble, on va essayer de ne pas être trop ému. Ça commence mal, car cette nouvelle saison est aussi notre dernière imaginée en tandem. Claudia quittera fin juillet la direction des Célestins, ce théâtre qu'elle a profondément transformé au cours des 23 années d'une direction engagée comme nulle autre au service de la création, des artistes et du public. Avec toi, Claudia, ce théâtre, votre théâtre, s'est métamorphosé en une maison de création, les tiennes évidemment, plus de 25 sur ces 23 années, et celle d'une soixantaine d'artistes, hommes et femmes, qui ont eu la chance de répéter ici, dans cette merveilleuse fabrique. Une maison de création reconnue en France et dans le monde, et dont les qualités d'accueil et de professionnalisme sont la fierté de toute l'équipe. Une petite surprise, Jade Ribière et Mathieu Sangivi ont préparé un petit clin d'œil à tes dernières créations, Tableau d'une exécution, Rabbit Hole, La Place Royale, La Vie de Galilée, Skylight et la trilogie de la villégiature. C'est vrai qu'il y a une vision romantique, on aimerait être le héros qui va mourir pour une cause. C'est une vraie histoire d'amour qu'on vient offrir aux gens. Qu'est-ce qui m'a poussée? Une femme. Claudia. Merci. Au cours de ces... C'est compliqué. Eh oui, c'est ça. On va pas se mettre à pleurer, hein. Au cours de ces années, ce théâtre est devenu, nous en sommes très heureux, et nous vous le devons, l'un des théâtres français qui rassemble chaque année, chaque saison, le plus grand nombre de spectateurs de tous horizons. Alors pour tout cela, Claudia, merci et bravo. Oh, attends.
Bah, merci, parce que pour continuer maintenant... Difficile. Non, mais c'est très émouvant parce que ça fait 23 ans que je fais cet exercice et ça fait 23 ans qu'il me panique. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc ça ne change pas. Mais là, ce qui est vraiment magnifique pour cette dernière fois que je fais cet exercice-là, c'est de vous voir tous là et de savoir que dans le prolongement de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, nous avons souhaité placer cette ultime édition commune sous le signe de la métamorphose, au cœur de ce puissant mystère qu'est le théâtre. La métamorphose n'est pas simplement un passage de l'ancien au nouveau, non. C'est une réinvention de soi dans un mouvement perpétuel et vital. Elle se manifeste chaque fois sur scène, ici. Cet espace que les artistes transforment en illusion qui dit la vérité est là où vous êtes, où le public éprouve cet autre soi-même avec ses craintes et ses rêves. C'est un acte de rébellion contre l'ordre établi. C'est un acte de courage pour embrasser l'inconnu. C'est un acte de foi dans ce que nous pouvons faire advenir, car rien n'est immuable. Pour que tout reste possible. Merci infiniment à vous tous, à toutes les équipes de Célestin, à tous les artistes dont nous allons avoir une très jolie brochette ce soir, et à toi, Pierre-Yves, pour avoir vraiment accepté de reprendre le flambeau. Merci à toi. Et c'est ainsi désormais, avec 6 nouveaux artistes associés, que la création artistique continuera d'explorer les possibles et de guider le projet des Célestins. Tatiana Frolova et le théâtre CNAM, Ambre Cahan, Louis Arène et Lionel Lingelser, Valérie Lessort et Christian Eck, chacune et chacun, avec leur propre univers, apporteront leur vision et leur créativité pour que notre théâtre ne cesse de se réinventer et de se métamorphoser.
Voilà, entrons dans cette forêt qu'a imaginée et magnifiquement dessinée pour nous Hélène Eusdin, qui est l'illustratrice qui a magnifiquement illustré cette saison, pardon, de la redondance. Et laissons-nous surprendre par ces merveilles. On ne va pas craindre de s'y perdre. Je pense qu'on saura s'y retrouver. C'est la 20e Biennale de la danse de Lyon, qui est désormais dirigée par Thiago Guedes, qui ouvrira la saison, et c'est avec un grand bonheur que nous accueillerons dans la grande salle, en début de saison, la nouvelle création de Fia Ménard. Fia Ménard est une artiste unique, performeuse et plasticienne reconnue dans le monde entier pour la puissance de ses créations. Elle s'attaque ici au règne sanglant des frontières, en partant de l'article le plus décrié de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13, qui garantit à tous la liberté de circulation sur la Terre. Ce sont quelques images des spectacles qu'a pu créer Fia précédemment. Et ce sera du 17 au 19 septembre ici dans la grande salle. Et puis une seconde création, toujours avec la Biennale de la danse, celle du circassien et chorégraphe belge Alexander Van Toornout, en écho d'ailleurs à celle de Fia, puisqu'il met ici ses danseurs et danseuses face à un mur vertical, un mur frontière, comme il y en a beaucoup dans le monde, entre Israël et la Palestine, entre les États-Unis et le Mexique. Les 8 interprètes de sa création devront transformer cette contrainte en potentiel créatif et défier les lois de la gravité. Et ça sera du 22 au 23 septembre, ici, dans la grande salle toujours. Foreshadow. Et première création de la saison célestine, celle du jeune et brillant dramaturge et romancier Valérien Guillaume, lauréat du prix Célestin 2021. Il s'agit ici d'un conte social qui allie poésie et éloge de la lenteur et ouvre, entre drôlerie et absurde, la voie à la rupture et à l'anticonformisme. Par exemple, que vaut-on quand on s'arrête de produire, quand on ne sert plus les autres ? L'histoire de la pièce Richard dans les étoiles se situe autour d'une baraque à frites, à l'intérieur de laquelle vit et travaille Loïc, qui hérite de cette baraque à frites un peu magique, est sommé de faire chaque jour des frites, nuit et jour, à un point tel que l'amour des frites devient inconditionnel pour les habitants. Mais un jour, il ferme le rideau des frites, et alors tout le monde devient fou. Et Loïc, lui, a disparu dans son double qui est Richard, une sorte de poète intérieur, comme ça, qu'il cachait aux autres et qui finalement prend le terrain de sa personne. Et il devient Richard. Ce conte social est pour moi l'occasion, à la manière d'un Bartleby contemporain, de mettre en scène finalement la façon dont dans nos sociétés, l'arrêt, la lenteur peuvent être des outils pour réinterroger les outils de production, par exemple, mais aussi la question de la valeur sociale des individus au travail, et pose la question de que vaut-on quand on s'arrête. J'aime beaucoup imaginer une communauté de personnes au plateau, donc 6 interprètes en scène qui viendraient avec leur matelas, leurs rêves sur la scène et finalement inventeraient tout un champ de gestes, de langage. Sur scène, je pense qu'on risque d'être surpris par ce qui s'y passe. Dans la grande salle, une transition en douceur après la Biennale de la danse, c'est avec Raphaël Boitel, qui est la sublime interprète des premières créations de James Thierry. Elle était notamment la contorsionniste dans la Symphonie du Hanneton, qui a été présentée ici. Plusieurs spectacles de James Thierry, vous vous rappelez. Raphaël, elle déploie désormais un univers insolite entre le cirque, la danse et le théâtre d'image. Et elle nous projette ici avec une grâce et une poésie infinie dans un vibrant plaidoyer écologique. Et ça sera une ouverture de saison, je crois, forte et marquante, avec un spectacle pour tous dès 10 ans. C'est un spectacle qui mêle avant tout
Le cirque, la danse, le théâtre, le cinéma, on est vraiment dans un univers extrêmement visuel, spectaculaire, parce que dans les 3 dimensions de l'espace, oui, une sorte de spectacle complet où on peut puiser et passer par toutes les émotions, et c'est une sorte de montagne russe comme ça d'émotions. On est dans une sorte de fiction d'anticipation ou une dystopie. Donc ce monde, finalement, où il y a ces êtres humains qui sont, voilà, qui sont des sortes de rescapés d'une sorte de catastrophe. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On est dans une sorte d'univers sombre, mais finalement très lumineux, où finalement, tout ce dont je veux parler dans ce spectacle, c'est dire à quel point c'est important d'être ensemble, d'être connectés, de se retrouver. Et je pense que c'est important de venir voir ce spectacle parce qu'il redonne beaucoup d'espoir en l'humanité. Et aujourd'hui, le théâtre, l'art, je pense toujours à cette phrase de Dostoïevski, pour moi, l'art sauvera le monde. Et je pense qu'on ressent fortement cette phrase dans ce spectacle. C'est vrai. Et c'est complètement magique et émouvant. Nous voici rendus au mois d'octobre avec la première fois venue d'ailleurs de la saison, et quelle voix! Celle du grand auteur mozambicain Mia Couto. Le metteur en scène Victor d'Oliveira, lui-même né au Mozambique, petit-fils de colons et colonisé, porte le magnifique roman Les Sables de l'Empereur, une grande histoire d'amour transgressive au cœur de l'Afrique, et célèbre la richesse de frontières ouvertes et des identités multiples. Il s'agit d'un spectacle en Xangan et en portugais, surtitré, bien sûr. Les Sables de l'Empereur, au départ, il s'agit d'un roman, un long roman de plus grand auteur mozambicain qui s'appelle Mia Couto et qui est pour moi, et je ne suis pas le seul, un des plus grands auteurs du continent africain. Donc, il a écrit un roman qui est à la fois historique et fiction. Donc, il y a d'abord un fil rouge qui est celui d'une histoire d'amour entre Germano, qui est un soldat portugais, un sergent portugais qui est exilé au Mozambique parce qu'il est républicain et comme c'est à la fin du 19e, donc il est républicain encore dans une monarchie, donc il est exilé au Mozambique. Et là-bas, il rencontre Imani, qui est une jeune femme mozambicaine, qui lui sert de traductrice, puisqu'elle parle le portugais. Et autour de ce roman, autour de cette romance, de cette histoire d'amour naissante entre tous les deux, il va y avoir la grande histoire qui va se greffer, qui est l'histoire de la capture du dernier empereur mozambicain, qui s'appelait Gungunyan, capturé par un officier, un capitaine portugais qui s'appelait Muzinho de Albuquerque. Je veux en fait que les personnages parlent leur langue et que sur le plateau, on entende Xangan aussi bien que le portugais, que les personnages portugais, des officiers portugais, ils parlent portugais puisque c'était leur langue. Et ensuite, quand ils doivent être traduits, ils le sauront, mais que les personnages mozambicains parlent leur langue, qu'ils parlent Xangan, qu'ils parlent Chop, parce que l'histoire, elle est magnifique. L'histoire, elle est magnifique. Les personnages sont d'une beauté, la langue est extrêmement belle. Donc, et on est en train de travailler pour que ça soit un beau spectacle. Et je vous conseille vraiment, vraiment la lecture. Et puis l'été arrive, donc vous allez avoir un peu de temps. Je vous conseille vraiment la lecture des Sables de l'Empereur de Mia Couto. C'est vraiment un écrivain majeur, vraiment majeur. Bien, nous ouvrirons la 8e saison de Sens Interdit au Célestin avec celle qui en est l'emblème. Désormais artiste associé de Célestin avec son théâtre CNAM, né à Komsomolsk sur Amour, Tatiana Frolova, que je sens dans ma chair, alors qu'on est si différentes avec des histoires différentes, comme ma petite sœur. Ça, je ne sais pas, enfin, ça prendrait trop de temps de vous expliquer pourquoi. En tout cas, elle et sa troupe ont dû se résigner à quitter la Russie en mars 22 et à demander l'asile politique en France.
Leur nouvelle création s'appelle « Nous ne sommes plus ». C'est un spectacle qui nous permet de tirer la conclusion, de tirer une sorte de trait un peu final de la réponse à la question « Qui sommes-nous » Русский человек, который живет на огромной большой территории. L'homme russe vit sur un immense territoire et dans ce pays qui, le 24 février 2022, a commencé une guerre d'agression en Ukraine. Parce qu'on a été obligé de quitter notre pays, on a été contraint de s'arracher à nos lieux. Et à partir de ces objets qu'on a emportés dans nos valises, justement, on a décidé de construire ce spectacle. Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que la matière de ces objets qu'on a emportés? Qu'est-ce qui reste de nous entre ce matériel et ce non-matériel? Qu'est-ce qui reste de nous aujourd'hui et qu'est-ce qui reste de notre pays? Voilà ce dont nous allons parler. Donc on continue à travailler avec la vidéo, à partir des objets. Il y aura beaucoup de mouvements sur scène, sans mots. Et je pense qu'il y aura aussi des images qui représenteront les monstres que nous sommes, en tout cas les monstres que nous avons en chacun d'entre nous. Ce spectateur comprend que lui aussi, il est comme ça et peut se dire, finalement, ça me parle à moi, ça parle de moi, et ça peut parfois réparer un traumatisme. Il me semble que dans toutes ces personnes que vous verrez sur scène, il y a beaucoup de passion, cette passion russe. Il faut qu'on se rappelle tous les jours qu'on n'est pas immortel et que le temps passe. Parce que vous voyez, je vous fais une petite confession là. J'ai toujours rêvé d'aller voir Komsomolsk sur Amour, de là où ils viennent. Et puis, il y avait ceci, il y avait cela, et ceci et cela, et je ne suis pas allée. Et puis maintenant, je ne risque pas d'aller en Russie. Donc, ne procrastinez pas. Faites vraiment ce que vous sentez avoir à faire à chaque fois que la pulsion monte. Tatiana et le CNAM, vous nous rejoignez? Venez nous voir. Oh. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas parler russe parce que la guerre, et c'est mon petite résistance, petite protestation contre la guerre criminelle. J'ai essayé de parler français. 2011, nous, la première fois, vient à Lyon. C'était un spectacle qui s'appelle La guerre personnelle, de la guerre de Tchétchénie. Des directeurs de cette époque, Claudia Stavitsky et Patrick Penot, après le spectacle, ils ont dit que le théâtre Célestin, c'est votre maison. Oui. Et beaucoup de spectacles nous avons joué ici avec vous, avec grand public. En février 2022, nous devons quitter la Russie parce que rester là-bas, ce n'est pas possible pour nous parce que c'est très, très dangereux. Et nous sommes venus, nous sommes partis à
Kyrgyzstan, à Bishkek. Et le directeur, Pierre-Yves et Claudia, nous ont répété, le théâtre Célestin, c'est votre maison, venez chez nous, vite. Bien sûr. Ce n'est pas imaginé, mais en ce moment, nous sommes ici, tous les troupes de théâtre Knap, ici. Et nous continuons à travailler, nous continuons. L'art, c'est un système de sécurité de la société. Ce que nous ayons, c'est nos cœurs, notre énergie et notre amour. Et nous voulons partager, nous voulons travailler pour ce territoire, pour vous, nos chers publics qui nous aiment beaucoup. Et merci à vous, grâce à vous, grâce à Théâtre Célestin, grâce à Festival Sans Interdit, grâce à Théâtre CDN Besançon et notre traductrice Bleuene Sambart, nous sommes ici et c'est bonheur. Donc, cette création voyagera toute la saison prochaine en France, en Suisse et en Belgique et sera présentée au Paris, au Plateau Sauvage, en février 24. Un grand applaudissement pour eux. Je voudrais dire juste que mon premier spectacle en Europe a été ici, au Théâtre Célestin. Et depuis lors, cet endroit, c'est vraiment important et spécial pour moi et je pense pour nous tous. Et c'est une grande joie d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Et un mot, parce que c'est dans notre cœur. Je suis sûre, nous sommes sûrs que l'Ukraine, avec tout le monde, va gagner. Mais c'est sûr. Oui. Bah, attends. Slava Ukraine. Du CNAM, Vladimir, Dimitri, Ludmila. Vladimir, Dima, Lucia, Yegor, Irina, German et moi. Merci. Merci. Autre artiste fidèle de Sens Interdit, c'est la Libanaise Christelle Roder, qui créera au Célestin sa nouvelle pièce qui s'appelle Ordali, dans laquelle elle s'inspire d'une pièce d'Ibsen, Les prétendants à la couronne, pour mettre en lumière la situation sociale et politique de son pays natal et faire le portrait de sa génération, celle des années 80, tristement sacrifiée. La première de ce spectacle va être au Célestin le 19 octobre. C'est la première internationale et j'en suis très très contente. Le spectacle, c'est sur 4 acteurs qui vont arriver sur un champ de ruines et qui vont essayer de sortir du rôle du témoin qu'ils ont eu toute leur vie et d'essayer de tenter, en tout cas, le temps d'une nuit, de passer à une action qui puisse donner un sens à ce qu'ils ont vécu depuis tout ce temps. C'est un spectacle qui parle de ma génération, celle des personnes qui sont nées dans les années 80 au Liban, quand tout autour d'eux voulait qu'ils meurent et eux, ils sont restés très vivants. Et donc cette nuit-là, ils vont questionner cette survie et ce réflexe de survie qu'ils ont eu toute leur vie.
Je ne fais pas une adaptation des prétendants à la couronne, mais je m'inspire de cette pièce pour écrire autre chose. Mais dans le spectacle, vu que c'est des acteurs qui vont passer à l'action et qui vont aller dans le champ de ruines de leur enfance ou de leur adolescence, à des moments, ils vont revenir à ce texte. Ils vont revenir à des scènes clés de ce texte où il y a des hommes qui sont en train de se battre et ils vont se demander ou questionner aussi leur position d'hommes aujourd'hui dans une société en crise. Et puis le retour de Milo Rau, un metteur en scène qu'on aime énormément. Après l'incroyable Reste à Mossoul que nous avons présenté en 19, le directeur du Ngent poursuit son cycle sur les mythes classiques avec une Antigone transposée dans le nord du Brésil pour dénoncer la déforestation, la surexploitation agricole et les violences faites aux indigènes. Avec, dans le rôle titre, l'actrice et activiste Kai Sara. Nossa tragédia acontece aqui e agora, diante dos nossos olhos. Há alguns anos, os fluentes da Amazônia secaram pela primeira vez em memórias vivas. As florestas estão sendo queimadas. O desmatamento aumentou brutalmente. Quem cai na mão dos madeireiros é assassinado. Vocês querem voar menos, matar menos, roubar menos. Mas como vocês podem acreditar que após mais de 500 anos de invasão, após milhares de anos de subjugação do mundo, pode vir um pensamento até vocês de que não trará mais destruição? Esta loucura deve acabar. Pare de ser como Creonte, vamos ser como Antígona. Porque quando a ilegabilidade se torna lei, a resistência se torna um dever. Après donc ces créations Sens Interdit, En travers de sa gorge. Marc Lenné, dont on a pu voir cette saison le rocambolesque Nostalgia Express, et dont on sait qu'il aime nous raconter des histoires extraordinaires, nous entraîne dans un triangle amoureux fantastique, pas comme les autres, avec notamment sur le plateau, comédienne qu'on aime beaucoup, Marie-Sophie Ferdinand, et puis quelqu'un qu'on connaît aussi comme chanteur, Bertrand Belin. Un jour, un homme, Luca Mallory, un professeur d'université, disparaît sans laisser de traces et laisse derrière lui sa veuve, une cinéaste assez célèbre, Marianne Letgens. Il la laisse donc abasourdie par cette disparition qu'elle est incapable donc à la fois d'expliquer et d'accepter. Un soir, une nuit plus exactement, un intrus s'introduit dans cette maison et va surprendre Marianne donc. Et la particularité de ce jeune homme, c'est que quand il parle, quand il s'exprime, il le fait avec la voix du disparu, de Luca Mallory. J'ai à nouveau mis en place un dispositif de tournage en direct avec des caméras motorisées. Ce que le spectateur va découvrir donc au plateau, c'est ce jeune homme filmé en gros plan et l'acteur qui interprète Luca Mallory à ses côtés, mais hors champ, hors du cadre de la caméra, parlant donc en direct, et le jeune homme aura la tâche quand même très précise et très complexe de synchroniser le mouvement de ses lèvres à celui de l'acteur qui est à ses côtés mais qui est hors champ. Et donc avec cette technique toute simple, avec un espèce de trucage qui est dénoncé en direct, eh bien je crois qu'on arrive à faire exister au plateau le trouble de la possession. Il y a vraiment comme ça une enquête que le spectateur peut mener avec les personnages. Ce que je cherche à déconstruire et à démontrer, c'est que ce n'est pas parce qu'une femme a le pouvoir qu'elle en devient monstrueuse.
On rira sans doute beaucoup avec cette comédie féministe et satirique écrite par Céline Führer et Jean-Luc Vincent, deux anciens des Chiens de Navarre. Pour ceux qui ne connaissent pas, une troupe absolument extraordinaire qui malheureusement se sont jamais produits au Célestin, mais qui sont venus souvent à Lyon et qui s'adjoignent ici le talent d'une vraie comédienne. C'est eux qui le disent, hein. Je ne me permettrai pas jamais de dire ça parce que c'est des acteurs absolument fabuleux, les Chiens de Navarre. Mais eux, qui sont des satiriques nés, aiment à dire qu'ils se sont adjoints le talent d'une vraie comédienne, Valérie Carcenti, que vous connaissez certainement en tant que téléspectateur, parce qu'elle joue notamment dans les scènes de ménage. Leur objectif, ni plus ni moins, que de mettre à bas la dictature patriarcale. On suit une cellule de résistance qui est tenue par 3 femmes, qui en accueillent une 4e, une nouvelle, qui arrive un peu en catastrophe. Et cette cellule de résistance, puisqu'elle est clandestine, elle se situe dans les égouts. Elles font avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles peuvent, elles récupèrent des choses, elles essaient de répondre à des appels d'urgence, d'aider les femmes qui en ont besoin. Et le grand enjeu, là, au moment où on prend vraiment la pièce, c'est qu'il y a la journée de l'homme à la fin de la semaine et qu'elles ont décidé d'agir. Et la grande question qui file, c'est comment agir? Doit-on passer à l'action violente ou pas? Ces femmes ressemblent étrangement à de grandes figures du féminisme, qui sont Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Françoise Dolto, et une sorte de mélange entre Annie Lebrun, Alice Coffin et Virginie Despentes. Voilà. Ce qu'on aime aussi, c'est de mélanger énormément les genres et les registres. C'est-à-dire qu'on est dans une comédie, ça, voilà, mais par la scénographie, le travail de composition musicale, on amène cette ambiance plus on va dire, d'anticipation, science-fiction. On joue sur cet imaginaire qui est maintenant du cinéma, oui. Ouais, c'est cut. Ça, c'est coupé en plein milieu. Bon. C'est cut. C'est des choses qui arrivent, hein. On est en direct. Ça prouve que... Et on pourra d'ailleurs retrouver Céline Führer dans la prochaine création, là, début juin, du Galactique Ensemble, qui est une troupe de cirque qui va investir les Célestins pendant 3 jours pour une création in situ qu'on présente avec, évidemment, le festival Les Utopistes. Utopistes. Alors, on avait beaucoup aimé en 2021 la version de Ivre de Viripayev que nous avait proposée Ambre Caron. Ambre, elle est désormais artiste associée et elle s'attaque au chef-d'œuvre de l'écrivaine sicilienne Goliarda Sapienza, L'art de la joie. Et pour ceux et celles qui ont lu le roman, je crois qu'ils comprennent à quel point c'est un véritable défi. Ambre Caron. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'a pris de relever un tel défi? En fait, je réfléchis pas. Je réfléchis après. Oui. Et même dans la façon dont je travaille, c'est tout le problème. Mais voilà pourquoi on parle d'un défi, parce qu'en fait, c'est 800 pages. Et version poche. Oui, le version poche. Oui. Et c'est un roman qui retrace le parcours d'une femme en Sicile tout au long du XXe siècle. Et c'est un roman fou qui a lui-même une histoire un peu incroyable, qui n'a pas été publiée en Italie, qui a été publiée posthume. Et Goliarda Sapienza est une immense autrice. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et c'est souvent ce qu'on dit, pour ceux qui l'ont lu, souvent, on me dit c'est mon livre de chevet. C'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Ouais. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je pense que j'étais au fond du trou. Et quand j'ai lu ça, j'ai repris vie. Ça m'a donné une énergie hallucinante et j'ai surtout pas voulu quitter Modesta, qui est le personnage principal. Et je pense que c'est bien, parce que ça fait 3 ans et demi déjà qu'elle est avec moi tous les jours, puisque je travaille à l'adaptation depuis 3 ans et demi. Et là, on est en répétition en ce moment
Donc ça prend tout à fait une autre ampleur. Et là, vous verrez les 2 premières parties en novembre. Voilà. Oui, parce que c'est un spectacle au long cours dont tu créeras en novembre prochain à la Comédie de Valence, au Célestin et à Bobigny, qui t'accompagnent dans la production, les 2 premières parties du roman. Et puis, au cours des saisons à venir, on espère très prochainement les 2 dernières parties. Voilà. Avec l'idée que ce soit un spectacle qui puisse être vu et présenté en intégrale dans peut-être 1 ou 2 saisons. Voilà. Oui, parce que le voyage vaut le coup. Hein. C'est une aventure, une expérience. Et moi aussi, en tant que spectatrice, c'est quelque chose que j'ai aimé vivre, de se dire, OK, je plonge dans quelque chose de long et qui partage comme s'il y avait 5-6 spectacles à la suite et des mondes différents. Et c'est vrai que là, rien que le début est dur de ce roman. On plonge dans quelque chose de violent et ça s'appelle l'art de la joie. Donc clairement, on ne s'arrête pas à ce début et on nous guide ailleurs et c'est foisonnant. Et tout l'enjeu du spectacle, donc ils sont nombreux sur scène, ils sont une quinzaine d'interprètes. On est beaucoup et le décor est immense, vraiment immense. Et on essaye d'apprivoiser tout ça et de vous faire vivre la frénésie de cette fresque de ce XXe siècle. Et souvent, on me demande pourquoi le roman ne se suffit pas. Alors, je pense que le roman se suffit pour ceux qui l'ont lu, clairement. En revanche, le fait de partager ensemble cette joie, d'être dans cette communion et de la célébrer, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, pourquoi j'aime le théâtre. Et pour ceux qui ont la flemme de lire ou qui n'ont pas envie, c'est pas mal de venir le vivre avec nous. Et c'est l'apprentissage de la joie tout au long de ces 800 pages. Oui, et c'est une quête à travers une femme, c'est une héroïne qui n'est pas dans la morale, donc clairement ça dérange, clairement il y a de tout. Et on va parler de sexualité, on va parler de guerre, d'éducation, d'amour, de livres. Voilà. De vie. Oui, clairement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et dans les interstices de l'art de la joie, une proposition singulière et tout à fait exceptionnelle pour fêter au Célestin l'année olympique. Figurez-vous qu'il s'agit de Martin Fourcade, le sportif français le plus titré de l'histoire de JO, qui passe des podiums aux planches pour retracer son parcours de sportif et nous ouvrir les coulisses de la compétition. J'ai pour ambition d'aborder les moments les plus forts de ma carrière, les plus intimes, et surtout ceux qui n'ont pas été montrés face caméra. Voilà, souvent quand on regarde du sport, on a une vision d'un certain angle, on se passionne pour des parcours, des athlètes, des compétitions, et l'idée c'est d'aussi montrer ce qu'il y a derrière, de vulgariser un peu ma discipline, de pouvoir parler avec un rapport plus direct avec le public et voilà, c'est un peu l'idée de ce spectacle. Et c'est important pour moi de parler de ce projet comme un seul en scène parce que c'est un projet qui est un peu atypique, qui n'a jamais trop été fait par un sportif. Et souvent, quand on me questionne sur qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que c'est une conférence, est-ce que c'est un TEDx, est-ce que c'est un one-man show, je pense, contrairement à beaucoup de personnes qui se produisent sur scène, c'était pas mon attrait premier. La scène est venue combler ce besoin de dire au revoir. Elle est venue répondre à ce besoin-là. Et donc, forcément, il y a une appréhension pour moi de pouvoir réussir ce pari un peu fou. Il faut absolument venir voir ce spectacle parce que ça permet de voir le sport différemment dans la télévision, de pouvoir s'immiscer dans un univers et dans des moments qu'on ne monte pas trop dans une carrière de haut niveau, le doute, le travail, la compréhension d'un sport. Donc voilà, j'ai envie de vous embarquer avec moi de manière beaucoup plus intime dans mon univers et de manière beaucoup plus transparente que ce que j'ai pu le faire en tant qu'athlète. Vous voyez, ce n'est pas un documentaire, c'est un spectacle. C'est ça qui est formidable.
Il n'y a pas à chier, quoi. Les sportifs savent bien se vendre, quoi, quand même. Promis, il sera mieux synchronisé en novembre que sur la vidéo. Promis. Les gratitudes. Fabien Gorjard, peut-être vous aviez vu, et on avait beaucoup aimé son adaptation du court roman d'Emmanuel Bernheim, Stallone, avec notamment Clotilde Dème. On l'avait présenté en 21 dans La Célestine. Il revient avec une adaptation du très beau roman de Delphine de Vigan qui s'appelle Les Gratitudes. Et il confie le rôle de Mishka, une ancienne parolière qui perd peu à peu les mots, à la grande Catherine Hegel. Les Gratitudes, c'est un spectacle qui est l'adaptation d'un roman de Delphine de Vigan, son avant-dernier roman. C'est l'histoire de Mishka, une dame qui est en train d'être atteinte d'aphasie. Dans le roman, Mishka, elle est correctrice dans une maison d'édition, etc. Nous, on en a fait une parolière de chansons. Et donc, c'est quelqu'un qui perd la parole et en même temps, qui a toute sa vie a écrit des paroles. Donc, on s'amuse avec cette idée-là. Et donc, du coup, l'espace dans lequel elle est, on ne sait pas si c'est une chambre d'un EHPAD, une pièce médicale ou un studio d'enregistrement. Est-ce que ce qu'on vit et ce qu'on voit est des scènes que Mishka a vécues ou est-ce qu'elle est en train de les imaginer? Et donc, il y a une espèce de réel comme ça qui se dissout. La musique va être à la fois une manière de vouloir essayer de préserver le langage et en même temps aussi de nous perdre le rapport au réel. Donc, on saura, de temps en temps, on va dériver comme ça vers les chansons. Les comédiens vont se mettre peut-être à chanter des passages du roman. Moi, le pont entre le cinéma et le théâtre, le plus simple, c'est le comédien, c'est l'acteur. Et de faire ce spectacle, une fois de plus, pour les acteurs, mais alors surtout pour Catherine Hegel, c'est de voir cette immense comédienne prendre en charge cette disparition de langage en elle. Une espèce d'angoisse de comédien absolu. J'espère qu'on arrivera à donner un peu d'elle aussi dans ce spectacle. Alexandre Zeff nous a bouleversé cette saison avec sa puissante adaptation de Tropique de la violence de Natacha Apana. Il met cette saison sa maîtrise d'un spectacle total au service du premier roman d'Emilienne Malfatto, en fusionnant vidéo, danse, musique et chant dans un même souffle théâtral hypnotique. C'est donc l'adaptation d'un roman écrit par Emilienne Malfatto, qui a eu le prix Goncourt du premier roman en 2021. Ça se situe en Irak, dans une campagne en Irak, où une jeune fille tombe enceinte sans être mariée, et son amoureux meurt sous les bombes. Et donc par ça, il y a une tradition qui est que c'est évidemment interdit d'être enceinte sans être mariée, et donc elle doit être tuée par le chef de famille. En l'occurrence là, c'est le grand frère, parce que le père est mort dans un attentat à Bagdad. Il y aura une esthétique toujours aussi complexe, mais qui travaillera encore davantage ensemble, puisque le mélange des arts sera encore plus important, parce que quand je vous ai parlé de la musique, je vous ai parlé aussi du chant, de la danse, de ce dessin qui se fait donc en live, et de l'importance de la scénographie, puisque là, c'est carrément un personnage qui va prendre la parole, puisque le tigre va être porté par une dimension plastique vraiment assez impressionnante. Et donc ça sera assez nouveau encore par rapport à Tropique de la violence, parce que l'esthétique sera spectaculaire, puisqu'il y a peu d'action, il y a moins d'action que dans Tropique de la violence. Pour autant, l'enjeu et la tension dramatique est encore plus importante. Parce qu'on est au début de la journée, ça commence comme une tragédie, ça commence le matin, ça finit le soir, et on attend avec cette jeune fille le moment où le frère va rentrer pour la tuer. Donc il y a un suspense d'une certaine façon constant, et je ne vous raconte pas la fin, mais l'issue n'est peut-être pas celle qu'on pense. Alors, pour les fêtes, 2 propositions que nous avons souhaitées évidemment familiale et joyeuse. La première, c'est le retour tant attendu, si j'ose dire, des Gros Patine Bien. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance ou la malchance de voir les 3 premières représentations sous des éléments déchaînés sur la place des Célestins en juin 21. C'était la toute première version du spectacle que Pierre Guillois
et Olivier Martin-Salvant rôdaient ici sur la place avec un public bariolé, on va dire, et restreint, oui, assez restreint vu le temps qu'ils faisaient le soir de la première. Depuis, ils ont une Molière du théâtre public. Il y a 3 distributions qui parcourent la France, une qui est installée à Paris en permanence et 2 autres qui tournent en France pour répondre à une demande totalement insatiable du public. Ils en sont, je crois, à 600 représentations et on les a invités à revenir ici pendant 4 semaines à partir du 12 décembre et jusqu'au 6 janvier à des horaires qui permettent de venir un peu quand on le peut et quand on le souhaite. Les gros patinent bien, c'est Olivier Martin-Salvant qui en parle bien. Et sous couvert. Et sous couvert. Donc les éléments peuvent se déchaîner s'ils le veulent. Le spectacle a été créé en juin 2020, c'est ça, je crois, hein, juin 2020 au Célestin, et on est enfin dans la grande salle pour 1 mois, et on est ravis de jouer ce spectacle qui maintenant tourne dans toute la France, et on va être à Lyon avec ce spectacle donc, qui est une sorte d'épopée d'un homme assis qui parle un faux anglais, et il y a un factotum comme ça, une sorte d'accessoiriste tout maigre. Moi, il fait pile la moitié de moi, Pierre, en poids et voilà, en volume, en sensation. Et donc, voilà, le spectacle dure 1h20 et donc je suis assis et je suis un voyageur immobile comme ça. Je vais traverser toute l'Europe, de l'Islande jusqu'au sud de l'Espagne. Alors, à partir de 7 ans, c'est bien, 6 ans si on a bien compris la lecture, mais c'est même mieux d'être petit parce que, bon, de toute façon, tout le monde redevient petit. Donc ça, c'est une règle. C'est que les mots se transforment, deviennent des volumes, et surtout quand on apprend à lire, c'est un monde qui s'ouvre à nous, la lecture. Et le spectateur et la spectatrice s'envolent dans son imaginaire, et c'est vrai que c'est tout bonnement miraculeux. Le cerveau se met en place et voit tous les volumes, les couleurs et plusieurs personnages apparaître. Et nous sommes seulement des marionnettistes qui tirent les ficelles, et ça va être un beau spectacle de Noël, ça va être la folie à Lyon. Ben oui, parce que c'est hilarant en même temps. C'est vraiment hilarant. Et puis à 21h, 2 chefs-d'œuvre des arts vivants, Carmen et Gisèle. Revus avec malice et un talent vraiment dingue par le Suisse François Gremaud, délivreur de savoir ludique, lui aussi c'est comme ça qu'il s'appelle, et dont les créations sont devenues des tubes qui ne cessent de tourner. On est très, très, très heureux de vous les présenter pour la première fois avec 2 pièces écrites sur le même chemin, une interprète unique, accompagnée, et qu'elle interprète à chaque fois, hein, vous allez voir, accompagnée des musiciens live, à chaque fois une prouesse enchanteresse. Gisèle avec 3 points de suspension et Carmen avec 1 point, ce sont 2 spectacles dans lesquels à chaque fois une narratrice, si on veut, comédienne danseuse dans Gisèle et comédienne chanteuse dans Carmen, se propose de raconter non seulement les spectacles en question, Gisèle et Carmen, mais aussi le contexte de leur création, pourquoi ces spectacles sont apparus à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils font, et se propose aussi d'endosser tous les rôles des 2 spectacles. Donc Samantha Van Vissen dans Gisèle danse tous les personnages du ballet Gisèle, et Rosemary Stanley dans Carmen fait de même pour Carmen l'opéra. Parfois, quand je parle de ma trilogie, je parle d'une trilogie de la réconciliation qui serait des œuvres qui permettraient à différents publics, de spécialistes comme de néophytes, de personnes plus jeunes comme de personnes plus âgées, de personnes passionnées par l'opéra ou qui n'y connaissent rien, de pouvoir se retrouver autour d'œuvres qui ont quand même en commun que d'être restées dans l'histoire des représentations, l'histoire des arts vivants, qui ont marqué les arts vivants, chacune de ces œuvres, parce qu'en plus le cadre est vraiment magnifique de pouvoir jouer Gisèle le ballet, qui est quand même défendu ici par une danseuse contemporaine, tout comme Carmen l'opéra, qui est aussi défendu par une chanteuse contemporaine. Dans ce cadre magnifique des Célestins, je trouve que le rapport entre la scène et la salle va être vraiment passionnant. Donc vraiment, je suis ravi. Nous sommes
toutes et tous ravis dans ces spectacles de pouvoir les présenter à Lyon, au Célestin, vraiment. Et de retour des fêtes, pour la première fois au Célestin, Joël Pomera. Ici aussi, il s'agit d'un spectacle culte créé à l'Odéon en 2011, rien de moins que Cendrillon, un spectacle de poésie envoûtante qui nous parle du désir, de l'énergie vitale, du pouvoir de l'imagination, mais aussi du deuil et du mensonge des adultes. 10 représentations tout à fait exceptionnelles à voir en famille à partir de 10 ans. Dans la Célestine, à partir du 16 janvier, une création, celle d'un jeune auteur togolais qu'on est très heureux d'accueillir au Célestin, qui doit être dans la salle d'ailleurs, je ne sais pas où il est, El Mawassi, il est là, voilà. Il est où? Il est en fond de salle. El Mawassi, si tu nous fais mets-toi un petit coucou. debout. Voilà. El Mawassi avec Bedjidji, qui est un jeune auteur et metteur en scène togolais et qui nous plonge dans l'incroyable histoire du naufrage de l'Utile, qui était une frégate française partie de Madagascar en 1761 avec à son bord plus de 150 esclaves malgaches et dont les survivants seront abandonnés pendant 15 années sur l'île de Tromelin par les autorités françaises. C'est une fresque qui croise ses destinées hors normes avec celle d'un étudiant africain en attente d'un statut de réfugié dans la France d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un bateau qui a fait naufrage sur une petite île qui s'appelle l'île des Sables au départ, entre l'île de la Réunion et Madagascar. Et c'est un bateau qui quitte Bayonne, qui va normalement à l'île de France, qui est l'île Maurice aujourd'hui, mais qui passe entre-temps par Madagascar et va charger clandestinement des esclaves, 160 esclaves précisément. Le capitaine a décidé de naviguer la nuit et a suivi un itinéraire qui n'était pas habituel et va faire naufrage, va faire naufrage sur cette île. Il faut savoir que l'île des Sables, c'est 1 kilomètre carré de plage, donc en gros 20-25 minutes à pied, quoi. C'est un bout de caillou au milieu de quelque part. Donc, ils restent là pendant 2 mois et ils réussissent quand même à fabriquer une embarcation pour sortir de l'île. Les marins français de l'équipage vont dire aux Malgaches, « Attendez, on revient vous chercher. » Sauf qu'on revient vous chercher, ça va prendre 15 ans. Et c'est 15 ans plus tard qu'ils vont revenir. Et quand ils reviennent, on va retrouver seulement que 7 femmes vivantes et un bébé de 7 mois. Je suis anthropologue de formation, donc je m'intéresse à un certain nombre de choses aussi par rapport aux choses qui me touchent. Généralement, ce ne sont pas des choses très gaies, mais c'est toujours nécessaire d'y mettre des possibilités de rire et de sourire à l'intérieur de cette histoire pour que ça ne parvienne mieux, pour que ce ne soit pas, qu'on n'ait pas un rapport frontal avec l'histoire qui est racontée, mais qu'on soit pris par la main pour entrer plus doucement à l'intérieur. Et je crois que c'est à cet endroit-là aussi qu'il y a la possibilité qu'on partage des émotions, ou qu'on partage des colères, ou qu'on partage des révoltes, ou on vibre ensemble autour de quelque chose pour espérer changer, ne serait-ce qu'à un petit endroit, à l'endroit de l'individu, de l'humain, quelque chose. Je crois que tout ce que dit là El Mawassi, Julie Deliquet pourrait également le dire. Julie Deliquet, on avait beaucoup aimé le conte de Noël adapté de Arnaud Desplechin, qu'on avait montré au Radiant. 8 heures ne font pas un jour, qui était l'adaptation incroyable de la série télévisée de Fassbinder. Oui. Il y a 2 saisons ici. Et elle aborde ici l'œuvre d'un autre grand cinéaste, un documentariste, Frederick Wiseman, documentariste américain qui a aujourd'hui 93 ans. Et en 1975, Frederick Wiseman, il pose ses caméras dans un centre d'aide sociale à New York. Et Julie, elle en fait un spectacle universel et profondément populaire dans lequel des marginaux luttent avec courage pour la refondation de la vie démocratique. C'est une adaptation d'un film, enfin plus précisément d'un documentaire,
de Frederick Wiseman, donc grand documentariste américain. J'ai choisi aussi de réinvestir l'œuvre de Wiseman dans un nouveau corps, dans un nouveau lieu, dans un nouveau décor. Je ne vais pas traiter la quotidienneté du centre social tel que lui l'a vécu en immersion pendant un mois. Moi, je vais parler d'un seul jour, un jour, le soir de Noël, sur une permanence d'urgence du centre social hébergé dans un gymnase d'une école municipale de quartier, donc dans un très grand espace où presque l'individu est perdu dans l'espace, parce que même si j'ai beaucoup de gens au plateau, 15, ça reste pas beaucoup à l'échelle de tous les visages qu'on voit dans l'œuvre de Frederick Wiseman ou qu'on entend, et pour le coup travailler plutôt sur ces 15 histoires-là, ces 15 individus le temps d'une journée, mais pour le coup qu'on va beaucoup plus observer les uns avec les autres qu'en zoom. Donc ça me permet aussi d'investir une mise en scène originale, puisque ce n'est pas celle qu'on voit dans l'œuvre. En revanche, les dialogues, eux, sont vraiment issus de l'œuvre, issus du montage de Wiseman, et ça n'est que la parole de ces hommes et de ces femmes de cette époque-là. En tant que spectateur, on va se sentir travailleur social dans un premier temps, à écouter ces récits, à se dire est-ce qu'ils disent la vérité, est-ce qu'ils mentent, quels sont leurs véritables besoins, et puis au fur et à mesure de les voir vivre, je pense qu'on va aussi basculer dans un autre camp qui va aussi questionner notre place dans le monde. Et du coup, c'est aussi une expérience que je pense en relation avec aujourd'hui, en relation avec la salle, en relation avec notre fragilité aussi. C'est un spectacle juste à hauteur d'hommes, de femmes et d'enfants. Ça fait partie des grands spectacles de troupe qu'on aime beaucoup accueillir évidemment sur ce plateau. Il y en a de nombreux la saison prochaine et c'est évidemment un grand bonheur. Et ce spectacle, qui est un spectacle événement, il sera créé dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, en ouverture le 5 juillet. Autre naufrage tragique que tout le monde connaît, celui de la Méduse en 1816 au large de la Mauritanie. 152 personnes s'entassent sur un radeau, le fameux radeau de la Méduse, et leur errance sera marquée par des actes de mutinerie, de cannibalisme et de nombreuses noyades. Le collectif Les Bâtards Dorés a créé en 2017 un spectacle d'une force absolument incroyable. Et il a reçu le prix du Festival Impatience, mais malgré ça, il a été très peu vu. Il a très peu tourné en France. Alors, lorsqu'ils nous ont dit vouloir le reprendre, et surtout avec le merveilleux acteur Jules Sago, on a immédiatement dit oui. Méduse, c'est un spectacle du collectif Les Bâtards Dorés qui parle du naufrage du radeau de la Méduse. Et on réouvre le procès 200 ans plus tard, après ce fait historique, suite à l'apport de nouveaux éléments. Il y a clairement une expérience qu'on essaie de faire vivre, que ce soit intellectuel, mais aussi physiquement aux spectateurs. Parce que vraiment, l'idée d'être vraiment d'être dans l'expérience avec nous, il y a quelque chose où on ne peut pas s'échapper d'une certaine manière. Après, je pense que picturalement, c'est très beau, parce qu'il y a quand même un peintre qui est pas en direct. Il y a un live qui est fait aussi sur un texte de Fernando Pessoa, Aude-Maritime. Donc chaque soir, c'est différent. La fresque est différente chaque soir. La délibération est différente chaque soir. Donc il y a quelque chose qui se fait avec les gens. On invite réellement le spectateur à se questionner et à prendre parti. Parce que sur le radeau, il s'est vraiment créé une mini-société sur le radeau. Avec des places plus sécurisées au centre du radeau. Qui on mettait au centre du radeau? Qui moi je décide de mettre au centre du radeau? Est-ce que je décide de bouffer mon prochain? Ou est-ce que je crois et j'ai plutôt espoir qu'on va s'en sortir? Et en fait, la nature humaine, là, se révèle d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est très contemporain et c'est maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe là, un peu en sourdine, sans trop qu'on y fasse attention, les 14 jours du radeau de la Méduse, c'est notre période actuelle aussi, d'une certaine manière. Vous avez vu le plafond? Ah ben non, avec la lumière, vous ne voyez pas. Il faut baisser la lumière. Ah non, il faut le regarder quand il y a les films. C'est magnifique ce que notre équipe Lumière a fait.
Louis Arène et Lionel Lingelser sont également nos artistes associés. Ils ont créé le Monstrum Théâtre en 2012, qui se singularise vraiment par son geste esthétique puissant et sa radicalité poétique. Nous avons présenté en 2022 un Cypher Z, une espèce de zoo-robot-dystopie totalement déjantée qui a permis au public de découvrir leur univers. Et cette saison, nous allons présenter 3 de leurs spectacles que nous proposons, dont une création d'ailleurs avec la Comédie Française. Et n'en doutons pas, le Fun Club va grossir. Et là aussi, le Fan Love. Merci Claudia, merci Pierre-Yves. On est très émus avec Louis et très honorés de rentrer dans cette belle maison. C'est comme des rêves d'artistes, de jeunes artistes que nous étions d'un jour, de faire partie de cette grande histoire et vraiment d'arriver à Lyon avec tous ces spectacles. On est très honorés et merci de nous accueillir cette compagnie qu'on a créée en 2012 à Mulhouse, donc une compagnie mulhousienne, alsacienne, où on va vous partager nos monstres, comme vous pouvez le comprendre dans Monstrum. C'était ça qui nous intéressait dans nos quêtes artistiques. Alors on va commencer par le premier spectacle, oui. Le premier spectacle, donc, dont l'auteur argentin Coppi, avec 2 pièces complètement folles et déjantées, réunies en une, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, et les 4 jumelles. Les 4 jumelles, c'est ça. Coppi que tu as connu, il me semble, Absolument. Claudia. Absolument. Nous raconter en off. J'ai eu ce bonheur-là, oui, dans ma vie. Donc Coppi qui était également dessinateur à l'époque dans Libération, Harakiri, et puis qui a écrit des pièces de théâtre complètement extravagantes, fantasques, très très drôles, mais aussi très très sombres. Où il s'inspire autant de Tchekhov, de Feydeau, que de la pop culture aussi de son époque. Donc là, les 2 pièces, je ne vais pas vous les raconter parce que ça serait trop long, un peu déceptif, et surtout l'intérêt de Coppi n'est pas là, mais ce sont deux huis clos qui se passent tous les deux dans un climat frigorifique et qui nous met en présence de personnages fous, extravagants, des rejetés de la société, des marginaux, et qui mènent une lutte sans merci contre les potentats du pouvoir, contre l'ordre établi, et également une lutte pour rester en vie, pour l'argent, pour amasser des dollars toujours plus, mais aussi pour la liberté. Et c'est 2 pièces dont on s'est emparé avec Lionel et avec toute l'équipe du Monstrum. Donc, comme vous avez pu le voir un peu sur les images, il y a un vrai travail, une vraie dimension esthétique qui est très importante et qui n'est pas seulement là pour faire du décor, mais qui est vraiment dans un propos qui fait se rejoindre le fond et la forme. Le fond, c'est la forme, donc on a met une attention particulière à ça. Il y a tout ce travail sur les masques notamment, qui déréalisent les personnages, le propos, et nous amène dans un au-delà du genre, au-delà poétique, on vous invite dans notre univers très singulier. Et pour 40 degrés, j'ai notamment invité Christian Lacroix à faire les costumes du spectacle, parce qu'il y avait une vraie dramaturgie à inventer au-delà du texte. Il y avait une dramaturgie esthétique, une dramaturgie des corps, faire de ces personnages des figures totémiques puissantes. Et voilà, il y a tout ce travail sur les costumes, mais également la scénographie et les masques. Et voilà, on est très heureux de bientôt vous faire découvrir ce spectacle qu'on aime beaucoup, beaucoup dans la compagnie. Et que vous avez créé il y a... On a créé en 2019. Ouais. 2019. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je garde les micros tout près parce qu'ils vont revenir, vous l'aurez compris, 2 fois. Moi, je suis très heureux et aussi, je tiens à vous le dire, évidemment, que Louis et Lionel, on se connaît depuis longtemps, même s'ils sont très jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Et depuis longtemps, j'aime et apprécie leur travail. Et je dois dire que vraiment, c'est un grand bonheur d'abord de présenter cette espèce de rétrospective comme ça, avec des univers très différents. Vous le verrez tout à l'heure dans la présentation des 2 autres spectacles au public à Lyon. Et c'est sûr que le fan club va grandir très très vite. Khaldoun, c'est un spectacle de Abdel Sefsaf, que le public lyonnais suit depuis longtemps. Oui. Il présentait souvent ses créations à la Croix-Rousse. Oui.
Mais il avait fait, vous aviez présenté ici un spectacle Tout à fait. Il y a longtemps. Oui. Tout à fait. Création. Abdel et sa troupe d'acteurs-chanteurs, accompagnés de l'ensemble Canticum Novum, nous content ici le récit épique, intime et politique des luttes pour la dignité humaine de 3 groupes de révolutionnaires, les communards, les berbères et les kanaks, que l'histoire a rassemblés sur le sol calédonien à la fin des années 1870. C'est une ode à la réconciliation. Ce spectacle, ça raconte en premier lieu l'histoire de la déportation des Algériens en 1871. On suit le récit d'Aziz, qui est le fils d'un des leaders de la révolte algérienne, qui va être premièrement condamné à mort, puis déporté à vie, puis grâce aux communards, il va bénéficier d'une amnistie 24 ans après 24 ans de bagne. Il va rester prisonnier libre en Calédonie et il va finalement s'échapper pour rejoindre d'abord Belleville, puisque son histoire fait qu'il a des amis, évidemment, communards qui sont à Belleville. Ce personnage parle directement au public, donc sous la forme d'un récit, et en fait, il est interpellé régulièrement, et à chaque fois qu'il est interpellé, c'est là qu'on rencontre les autres histoires des communards. Et le projet musical, puisque c'est un projet de théâtre musical, c'est précisément l'axe qu'on lui a donné, c'est-à-dire la rencontre entre ces 3 univers musicaux. C'est un objet qu'on a voulu fabriquer comme une forme de créolisation qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'en Calédonie, contrairement à tous les autres territoires d'outre-mer, la créolisation de la langue et de la musique n'a jamais eu lieu. Donc là, c'est un fantasme de créolisation. En convoquant une histoire qui est notre histoire commune, une histoire passée, en réalité, on s'interroge sur notre avenir commun. Et si on souhaite mener cette interrogation ensemble, il faut venir voir le spectacle. Tenir debout. Alors, comment, alors qu'une nouvelle parole féministe se fait fortement entendre, peut-on avoir envie de devenir Miss France? C'est à cette question que Suzanne Debec, jeune comédienne dont le talent a explosé récemment sous la direction d'Alain Françon, veut trouver réponse. Alors, elle s'inscrit au concours de beauté de Miss Poitou-Charentes. Avec sa complice, Raphaël Rousseau, elles ont créé un spectacle drôle, mais vraiment drôle, tendre et ultra corrosif. Je me posais vraiment la question naïvement de comment aujourd'hui, en 2023, alors qu'il y a quand même une nouvelle parole féministe qui est très forte en ce moment, comment on peut avoir envie de devenir Miss. Et je me suis dit que j'allais me présenter au concours pour vraiment me vivre avec mon corps cette expérience-là et pas arriver avec un regard surplombant, un peu en disant aux jeunes filles alors moi je suis actrice, toi t'es Miss, pourquoi tu veux faire ça? Ce qui m'intéressait vraiment, c'était les filles qui l'ont passé avec moi. Et né de nos rencontres, un documentaire sur elles. Et on a créé un spectacle qui s'appelle Tenir debout. Donc qui est un spectacle de théâtre documentaire. Il y a une partie qui sont vraiment mes fantasmes et mes souvenirs justement de mon expérience du concours. Et la seconde partie, c'est vraiment des témoignages. Des témoignages du coup de jeunes filles d'aujourd'hui qui vivent en Poitou-Charentes, qui ont nos âges. On a beaucoup d'a priori sur les Miss et on a tendance beaucoup à juger les jeunes filles qui se présentent au concours de Miss, souvent à les juger aussi sur leur physique. Et en fait, on ne se pose jamais la question de pourquoi elles se présentent. On est toujours à les regarder, mais on ne leur demande pas et on ne leur donne pas la parole. Et en fait, je pense que, enfin j'espère, c'est aux spectateurs de le dire, mais que le spectacle, il déconstruit des a priori qu'on a sur les jeunes filles et les jeunes filles en général. Donc ça me tient à cœur. Vraiment, Suzanne et Raphaël sont 2 interprètes vraiment géniales. Venez les voir.
Viviane, une merveille. L'autrice et metteuse en scène Myriam Boudenia revient au Célestin après la création en 2021 de son texte palpitant et dévasté. Peut-être Myriam est là, oui, elle est là, en fond de salle. Myriam, coucou. Voilà, coucou. Et Myriam, dans ce texte, pointe ici du doigt le sujet encore tabou de la santé mentale des enfants sous la forme d'une chanson de gestes contemporaine tout empreinte d'héroïque fantaisie. Son héroïne, Viviane, se rêve en fait Viviane. Viviane, c'est une adolescente de 16 ans qui sort tout juste d'un hôpital psychiatrique et qui aujourd'hui revient sur le chemin de son lycée. Elle s'appelle Viviane en référence à la Dame du Lac, la fée Viviane. C'est cette fée très puissante qui a donné l'épée magique Excalibur au roi Arthur. Donc sur scène, il y aura du théâtre, de la musique et des chansons. On a l'ambition de faire ce qu'on appelle une chanson de gestes contemporaine. Comme à l'époque médiévale, c'est un récit d'aventure, des grands récits archétypaux dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. C'est une quête au bout de laquelle on peut trouver son identité et retrouver une sorte de puissance émancipatrice. Elle va se confronter à cette manière qu'on a de raconter une vie héroïque. Où se cache le courage? Est-ce vraiment dans les grands combats? Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on a à mener comme combat dans la vie pour survivre, pour aller bien, pour aller mieux? C'est pourquoi elle a besoin d'armes. Elle a besoin aussi de chansons. Elle a besoin de rythmer son trajet. C'est pourquoi sur scène, il y aura des chansons qui seront comme la bande originale de sa vie. Comment le théâtre et la musique et la chanson s'entremêlent pour nous raconter ce voyage, cette quête initiatique de cette jeune adolescente de 16 ans, notre Viviane. On connaît bien la pièce Le Suicidé de Nicolas Erdmann. Jean Bellorini vient de la monter récemment au TNP. On connaît peu sa première pièce qui s'appelle Le Mandat, qui est une comédie burlesque, un vaudeville, sans doute la pièce la plus drôle et la plus cruelle du répertoire russe. Une pièce qui conte l'histoire de bourgeois ruinés par la Révolution, anciens tsaristes encore riches, communistes de façade et arrivistes de tous bords. Oh. Patrick Pinault, qui avait déjà présenté sa version du Suicidé ici en 2012. Oui, il y a longtemps. Oui. Que vous aviez peut-être vu. On a pu le voir, Patrick, la saison dernière dans Karamazov et dans Black March. Patrick, il s'attaque à ce chef-d'œuvre avec toute sa troupe de géniaux acteurs et actrices. C'est un mariage arrangé. C'est-à-dire que la maman a une fille qu'elle va marier à une autre famille qui, elle, a de l'argent. D'accord? Les mariés ne se sont jamais vus. La famille qui a de l'argent accepte le mariage en sachant très très bien pourquoi il y a ce mariage, pour que cette femme qui n'a plus d'argent retrouve de l'argent ou de l'aisance, on va dire. Mais lui, il dit, moi, ce qu'il me faut, vu les biens, tout ce que j'ai autour de moi, il me faut un communiste. Elle a un format un peu à la française, écrit par un Russe, qui est aussi passionné par Gogol. Donc à la fois, vous avez le vaudeville, le côté totalement absurde dans la pièce, et on rajoute une troisième dimension, qui est aussi l'endroit où ça se situe. Mais je pense qu'à travers le rire, on peut raconter beaucoup de choses. Et là, j'ai... Personne ne veut nous arrêter. Voilà, la pièce se termine comme ça. C'est une énigme, ça veut dire que c'est le monde du silence. Quand on vous arrête, il se passe quelque chose. Si on se suicide, il se passe quelque chose. Mais si personne veut vous arrêter, vous n'êtes plus rien. Et vous êtes voué au silence. Alors là, ça met un petit peu de lourdeur à la pièce, mais c'est je sais qu'on est friand de comédie. C'est une sacrée comédie humaine. Donc j'invite les gens à être curieux autour de ce mandat avec une troupe d'interprètes absolument remarquable. Un spectacle d'une force rare il y a quelques semaines à la Célestine. Girls and Boys, de l'anglais Denise Kelly. Passionnée par l'écriture anglaise,
elle nous fait découvrir aujourd'hui les talents d'une jeune autrice, Lucie Kirkwood, qui relève le défi d'un grand drame historique pour 16 acteurs et actrices au cœur de l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Un huis clos haletant de 12 femmes en colère. Un grand spectacle de troupe à l'esthétique saisissante, en partenariat avec le théâtre de la Croix-Rousse. Une histoire qui se passe en 1759 en Angleterre, dans une petite ville. Une jeune femme qui s'appelle Sally, qui est accusée d'avoir assassiné la petite fille de 11 ans de la famille riche qui détient le pouvoir comme ça sur toute la ville. Donc elle est accusée de ce meurtre avec son amant. Ils sont jugés le matin, ils sont jugés coupables. Donc lui, il est pendu tout de suite. Et puis elle prétend qu'elle est enceinte. Donc on réunit un jury de 12 mères de famille. On les enferme dans une pièce en leur disant, sans leur donner à boire, à manger, sans feu, sans lumière, pour que ça dure le moins longtemps possible. Et donc elles doivent déterminer non pas si elle est coupable, parce que ça, elle est déjà jugée coupable, mais si elle est enceinte, parce que si elle est enceinte, on ne peut pas la condamner à mort. Et on va assister en fait au débat et il y a plein de secrets qui vont jaillir. C'est assez dense comme pièce. C'est un thriller quand même, malgré tout, puisque quand même on est dans ce huis clos à se demander quand même comment ça va se finir. C'est très cinématographique, puisqu'il y a dans le spectacle des séquences filmées, mais vraiment du cinéma. Quelque part, on parle aussi de tout temps jusqu'à aujourd'hui, sans faire une transposition. Il y a des échos, en tout cas. Il y a des sujets qui résonnent quand même, drôlement encore aujourd'hui, qui posent la question de savoir comment les choses ont évolué, comment elles évoluent, est-ce qu'elles évoluent et dans quel sens. C'est un film, quoi. C'est génial. Voilà, c'est en partenariat avec la Croix-Rousse, mais c'est ici. Oui, oui, oui. C'est chez nous. Deuxième création du Moonstrom, en Célestine cette fois-ci, c'est un seul en scène de Lionel, Lingelser, Les Possédés d'Ilfurt. Et dans ce seul en scène, Lionel, tu montres, je crois, que tu n'as rien à envier à ton illustre aîné, Philippe Cobert. Merci pour la comparaison. Eh ben. Mais c'est vrai que c'est une grande inspiration, Philippe Cobert, pour moi. Quand je suis arrivé à Paris il y a 20 ans, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, quoi, du théâtre avec rien. Et c'est vrai que Les Possédés d'Ilfurt, par rapport aux images que vous avez vues de 40 degrés sous zéro, on va dire que c'est un peu le négatif. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout ça, mais sans les artifices, sans les costumes, sans les masques. Et pour moi, c'est vraiment un cri d'amour au théâtre que j'ai fait avec ce solo, où il n'y a vraiment effectivement pas de scénographie, rien. Je suis vraiment tout nu, enfin pas tout nu, mais c'est vrai que c'était pour moi l'occasion de mettre bas les masques après 10 ans de grands spectacles avec des masques. Donc c'est une commande d'écriture que j'ai faite à Yann Verburg, qui est un auteur fabuleux, avec qui je rêvais de travailler, que vous connaissez peut-être ici. Et voilà, c'était une commande aussi de la filature de Mulhouse, qui m'a fait ce cadeau finalement de me demander un solo sur le thème de l'étrange. Et quand il m'a dit le thème de l'étrange, j'ai tout de suite pensé à cette histoire qui s'est passée dans mon village, là où je suis né, donc près de Mulhouse, à Ilfurt. De 2 derniers cas de possession qu'on a eu en Alsace, avérés par l'Église. Donc ces 2 petits garçons ont grandi dans la maison de mon grand-père. Donc cette histoire, elle est vraiment très très ancrée chez moi et j'avais très envie depuis toutes ces années d'en faire quelque chose. Yann arrive et bien sûr, on dénoue un peu toute cette histoire. Très vite, ça ne nous intéresse pas trop parce qu'évidemment, peut-être les histoires religieuses aujourd'hui où le diable est venu posséder des petits-enfants, peut-être ça a peut-être fait son temps. Mais on m'a replacé moi, on va dire, dans l'histoire. Donc c'est très très personnel finalement, avec un avatar qui s'appelle Hélios. Et Hélios, on va le suivre dans ses aventures. On va décliner en fait le thème de la possession. Donc la possession de moi, petit garçon, par mes parents, par mes camarades, possession de ces 2 petits garçons aussi, par 2 démons, et puis la possession par le théâtre. On me retrouve, on va dire 10 ans plus tard, moi comédien, possédé par le masque, par le théâtre, donc c'est aussi un hommage à notre travail qu'on fait avec Louis au Moonstrom. Donc ces 3 thèmes de la possession s'entrecroisent, on passe du présent au futur, on passe un peu dans tout, on voyage. C'est vraiment un voyage, un cri d'amour sur le théâtre, un cri d'amour à la joie. Je pense à Ambre, c'est vrai,
La grande phrase de ce spectacle, le vrai combat, c'est la joie. C'est vraiment notre moteur à nous, artistes, et à vous aussi, par rapport à un seul en scène où vous imaginez tout ce qui se passe, tout est dans votre tête aussi. C'est ça aussi le pouvoir du théâtre. Donc voilà, je vous invite à venir dans cette épopée magique. J'ai construit ce spectacle comme un rituel guérissant, un rituel de soins aussi, parce que je pense que vraiment le théâtre est un endroit de soins où on peut guérir ensemble et se reconnaître dans nos blessures, parce qu'on en a toutes et toutes, c'est sûr. Et quand on en peut faire de l'art et avancer, je trouve que c'est le médicament le plus salvateur. Voilà, merci et à bientôt en mars pour mes... Voilà. Autre jeune artiste qu'on est très heureux d'accueillir pour la première fois ici au Célestin, c'est Marion Sieffert. Marion, c'est sans doute le fer de lance d'une nouvelle génération d'artistes qui abordent la scène avec des dispositifs novateurs, audacieux, qui viennent interroger et bousculer le théâtre. Elle mélange ici l'univers des jeux vidéo et le théâtre au service de l'histoire de Mara, qui a 13 ans et qui est victime d'un prédateur sexuel en ligne, et qui invente un théâtre connecté au monde contemporain et à ses démons. C'est un spectacle qui est en ce moment présenté à l'Odéon à Paris. C'est l'histoire de Mara qui a 13 ans et qui rencontre Julien en jouant aux jeux vidéo. Julien a le double de son âge et lui, il mène vraiment la vie qu'elle rêve d'avoir. C'est-à-dire qu'il est riche, qu'il voyage, qu'il a de l'argent. Et il lui propose de l'aider à réaliser son rêve, devenir actrice. Et pour ça, il lui propose de le suivre dans un jeu vidéo qui s'appelle Daddy, dans lequel on peut se faire repérer en tant qu'actrice, puisque la particularité de ce jeu, c'est qu'on y va avec son vrai corps. On va voir le jeu alors qu'on représente du coup sans virtuel, qu'on représente vraiment avec les outils du théâtre. Et donc, ce sont les acteurs qui jouent les avatars. C'est-à-dire qu'elle va être amenée à jouer des scènes de film, qu'elle va être amenée à jouer des scènes de comédie musicale. Il y a de la danse, il y a du chant. C'est utiliser le numérique de manière ultra théâtrale. Et du coup, ça vient comme rendre le théâtre encore plus théâtre. Ça me permet de jouer vraiment avec le langage théâtral et puis d'inventer et de le rendre à la fois, de rester dans une forme qui est vraiment du théâtre et en même temps de la rendre poreuse à quelque chose qui est ultra contemporain et qu'on vit tous à tout âge, je pense, qu'on n'a pas l'habitude de voir représenter souvent, ni au théâtre, ni trop au cinéma, à part dans des grosses productions hollywoodiennes. Gloria Gloria, c'est le lauréat du prix Incandescence co-organisé par le TNP et les Célestins en 22. Ce spectacle écrit par Marcos Carames Blanco et mis en scène par Sarah Delaby-Rochette va faire sans doute beaucoup de bruit. 24 heures dans la vie d'une femme qui consume tout sur son passage et s'émancipe un peu à la façon Thelma et Louise de la vie routinière qui l'étouffait. Un univers au croisement de Jean Genet, Pedro Almodovar et Britney Spears. C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années, maintenant 2-3 ans, qui raconte 24 heures en fait, de la vie de Gloria, qui est une femme qui est aide à domicile. Et en fait, elle est comme ça prise dans une sorte de carcan avec son mec, sa patronne. Et ces 24 heures sont racontées en fait, dans le dispositif de la pièce par sa meilleure amie, Rita. Et comme c'est un récit qui est fait par Rita, qui, elle, n'a pas assisté aux faits, mais s'en souvient, parce qu'elle connaît très bien sa meilleure amie, de jouer sur ce que c'est que de se souvenir. Et des fois, c'est plutôt les sons, parfois c'est plus l'image, parfois c'est quelque chose de très exacerbé, parce qu'on a juste un souvenir, comme dans les rêves, on a un souvenir très précis, mais on ne sait pas très bien d'où. Et du coup, au centre du plateau, il y a un dispositif qui permet de recréer tout le son en direct de ces 24 heures. Avec des fois de la distorsion, parfois pile l'endroit du réel. Ça parle de réalité, ça part de réalité sociologique, mais c'est vraiment l'idée d'une explosion de fiction et de liberté. Un vrai show musical. Enfin, je pense qu'il y a quand même un truc qui emporte, quoi. Ouais. Je pense. Vraiment.
Oui, je pense En que tout cas, c'est ce qu'on cherche. Oui, c'est ce qu'on cherche, ouais, clairement. Que ça soit électrique un peu. Il y a une histoire de violence et à aucun moment on ne cherche à savoir pourquoi. La pièce, elle cherche à savoir comment on en arrive à faire ça, mais jamais pourquoi on fait ça. Parce que le pourquoi, il est évident, il est là dès le départ, c'est visible. Et ça m'intéressait beaucoup plus de monter une pièce qui raconte comment on finit dans cette voiture avec Gloria, plutôt que pourquoi on finit dans une voiture avec Gloria. Et alors maintenant, le mariage forcé. C'est toi. C'est jaune. C'est lui. Je lui mange son texte. Non mais... Alors, quand Molière s'empare... Non, c'est plutôt Molière qui renverse d'abord les codes du patriarcat et qui écrit une de ses pièces les plus subversives, sans doute, et les plus modernes. Et quand Louis Arène s'en empare, ça devient une espèce d'apocalypse joyeuse qui a enflammé la comédie française voici un an, c'est ça, à peu près, ouais, un peu plus d'un an. On est très heureux parce qu'on est les seuls en région à pouvoir présenter ce spectacle, parce que ce spectacle, comme tous les spectacles de la comédie française, je vous rappelle qu'on est dans le décor ici de Don Juan, mise en scène par Emmanuel Domas, que vous pouvez découvrir jusqu'au 27 mai avec la troupe de la comédie française, notamment Laurent Lafitte, Jennifer Becker et Stéphane Varupen. Et toi, Louis, tu as mis en scène le mariage forcé, notamment avec le génial Christian Eck, qui est par ailleurs artiste associé des Célestins. Enfin, tout va bien, quoi. Oui, voilà, il y a des images que j'ai plaisir à revoir. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Oui, le mariage forcé, c'est une farce de Molière. C'est une très courte pièce, très radicale, très efficace dans son écriture, qui est menée à tambour haletant. Sganarelle, c'est un quinquat vaniteux, libidineux, qui jette son dévolu sur la jeune et tendre Dorimène, donc qui veut se l'accaparer, en faire sa femme et l'objet de tous ses désirs. Mais quand il se rend compte que Dorimène ne sera pas tout à fait de cet avis, il change d'avis, il va essayer de s'extraire de ce mariage, mais ce sera trop tard parce qu'elle a mis le grappin sur lui, et également sa famille qui voit en Sganarelle un juteux, un homme très riche, et voilà, ils vont vouloir s'accaparer ses richesses. Et ce qui est très fort chez Molière, c'est l'inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est Sganarelle qui va devenir la proie et Dorimène qui va devenir prédateur. Et voilà. Il faut venir voir. Hein, voilà, non, il faut venir voir. Et ce qui renforce effectivement cette inversion, c'est que nous également, on a inversé les rôles. C'est donc Christian Eck qui joue la jeune mariée et Julie Sicard qui joue Sganarelle, le vieux barbon. Voilà, donc ça crée, ça amène une tension toute particulière à l'œuvre, et je pense que ça tend le propos féministe de Molière, qui était voilà, déjà avant-gardiste. Déjà, tout à fait. Mais Oui. aujourd'hui, ça résonne d'autant plus fort avec cette inversion des rôles, notamment. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci, Louis. Merci. Et toi. À moi. Alors Valérie Le Sort et Christian Eck vous ont enchanté avec La Mouche, avec Le Voyage de Gulliver et avec 20 000 lieues sous les mers qu'ils avaient créé en 2015 à la Comédie Française. Ils reviennent avec une nouvelle version de cet énorme succès pour le bonheur de tous dès 7 ans, et ils entament ainsi un parcours d'artistes associés aux Célestins. Valérie. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis d'être artistes associés ici. On est très honorés. On est très heureux aussi de revenir dans ce beau théâtre pour la 3e fois, oui, je crois. Ça sera la 4e. Bah, ça va être la 4e. Donc 20 000 lieues sous les mers. C'est donc l'histoire de Jules Verne. C'est le capitaine Nemo, qui est un personnage complexe, sombre, colérique et à la fois humaniste, qui tient prisonnier 3 personnages dans son sous-marin, le Nautilus. Et donc on suit l'aventure de ces personnages 20 000 lieues sous les mers. Et c'est un spectacle qui est à la fois pour comédiens
et pour marionnettes. Les marionnettes, c'est les poissons. Donc on passe de l'intérieur du sous-marin, du Nautilus, au monde marin. Je ne sais pas si on voit des images, ils parleront peut-être mieux que moi. Il y a un grand hublot en fait dans le sous-marin, et à travers ce hublot, on voit les marionnettes. On voit aussi, il y a des randonnées sous-marines. On joue avec le petit et le grand, c'est-à-dire que tout d'un coup on va voir le petit Nautilus et on va être dans une banquise. C'est 400 pages d'aventure où à un moment on est sur une île avec plein de sauvages qui attaquent. Il y a tout un équipage, donc nous on a essayé de faire rentrer tout ça dans le Nautilus. Je ne vous raconte pas trop, donc c'est pour 6 comédiens, et ces 6 comédiens sont aussi manipulateurs de marionnettes. C'est-à-dire que si vous ne les voyez pas sur scène, en fait, ils courent derrière, ils enfilent une tenue noire et ils deviennent manipulateurs de poissons, de marionnettes. Donc c'est un peu un hommage à la troupe, au théâtre, où tout le monde est extrêmement important. Ça va de l'habilleuse à la personne qui fait le son, au comédien, au machiniste. Et c'est 1h20, 30 d'aventure. Et à partir donc de 7, voire 8, c'est pas mal, pas trop petit. Merci. Merci Valérie. Merci. Et peut-être on peut ajouter que au moment de la création du spectacle, en 2015, au Vieux Colombier, il y avait un jeune apprenti comédien sur le plateau, c'était Louis Arène. Oui, oui. Eh oui. Voilà. Eh oui, absolument. Grès, tentative de sédimentation. C'est interprété par un comédien et un musicien, et c'est le récit d'une lutte, d'une révolte, d'une émancipation. Guillaume Caillet donne la parole aux comme moi, ceux qui vivent dans la périphérie, le déclassement, l'humiliation, et décide un jour d'exprimer leur colère et de se révolter. Un texte vraiment très, 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 très fort, éclairé par un géologue de la lutte. Ça va alterner entre deux formes. Ça va alterner entre quelqu'un qui nous raconte une histoire très simple, c'est-à-dire l'histoire d'un vigile qui travaille dans un centre commercial, qui a toujours consenti. Il voit que bon, il commence à se passer des choses. Visiblement, ses collègues, ils cautionnent des gens qui volent, par exemple. Et lui, il se pose la question, il dit qu'est-ce qui se passe? Sa femme à la maison, elle travaille dans un abattoir, mais l'abattoir va fermer, peut-être délocalisé. Donc la femme, elle aussi se pose des questions, sa moitié se pose des questions. Donc il y a son histoire comme ça à lui qu'on suit, donc peut-être au cours d'une petite semaine, quoi, qui va à la fin possiblement l'amener à la capitale manifester. Et puis ça, c'est contredit par une autre écriture qui est une écriture un peu plus lyrique ou un peu plus poétique, qui serait l'écriture des comme moi, c'est-à-dire d'où ça vient, ce sentiment-là, cette sédimentation, en tout cas cette chose qu'on a en nous, d'un jour on va manifester, mais d'où ça vient cette manifestation-là, et d'où ça vient le fait que peut-être ce personnage-là, lui, n'était jamais parti manifester, n'avait jamais dit non. Je trouvais que c'était intéressant, en tout cas, dans la séquence des Gilets jaunes, ce qui était intéressant sur ces corps qui ne sont pas des corps militants, ou pas tous, et pas toutes, et ces corps qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller en manifestation, mais qui un jour disent j'y vais. Et c'est en fait cet écart-là, quoi, entre cette voix-là, cette voix très narrative de ce vigile qui nous raconte sa vie, et ces moments plus poétiques des comme moi, qui sont peut-être des moments qui nous racontent un peu, peut-être 50 ans de manifestation, ou en tout cas d'où ça vient, quoi. Vincent Macaigne, qui est désormais une star de cinéma, a créé voici une quinzaine d'années un théâtre fiévreux, bouffon, marqué par l'urgence, un théâtre qui déborde. Et il n'a jamais été présenté à Lyon d'ailleurs. Non. Bien logiquement, pour son grand retour à la scène, il en vient à la figure de Richard III, une sorte d'idiot aussi brutal que ridicule, pour qui la fin justifie tous les moyens. Ça promet un spectacle dévastateur et grotesque dans la lignée de son Hamlet qu'il avait créé au Festival d'Avignon en 2011 et qui avait enflammé le festival. C'est sûr, ça sera pour le public et pour l'équipe, en fin de saison, une expérience particulièrement intense. Ça, c'est quelques images des spectacles de Vincent. Des spectacles précédents. Précédents, mais...
puisqu'il n'est pas créé encore, celui-ci. Ça, c'était Hamlet. Voilà, venez découvrir cet univers absolument unique. De cet enfant terrible du théâtre aujourd'hui. L'homosexualité, ce douloureux problème, c'était en 1971 le titre d'une émission de RTL qui a marqué l'avènement du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et c'est le jeune collectif Le Fléau Social, issu de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, qui met en résonance les luttes des années 70 à Excel, pas vraiment différentes d'aujourd'hui. Ça donne un spectacle effervescent et festif, un bel hommage à la vitalité du militantisme. Et drôle, très drôle. Notre histoire à nous, elle commence avec l'émission radio Allô Ménie, animée par Ménie Grégoire, une star sur RTL, qui va inviter des gens pour parler de la question de l'homosexualité. Le 10 mars 1971. Et donc, des militants et militantes homosexuels sont infiltrés dans la salle. Envahissent le plateau et font la première action qui va fonder ensuite le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Nous, notre histoire, elle commence avec cet événement-là et on va aller jusqu'au 1er mai 1971 où le phare décide de faire un cortège autonome pendant la manifestation du 1er mai. Et on va suivre l'aventure de Claudia. Claudia est vraiment l'assistante de Ménie Grégoire. Et on est vraiment dans ses yeux, donc on découvre avec elle, parfois avec sa naïveté, parfois avec son humour. On essaie vraiment avec les décollements du réel aussi de mettre en perspective les choses aussi de manière artistique au sens large, que ce soit avec la scénographie ou avec les lumières ou avec la musique. Que les émotions aussi qui jouent un rôle fondamental quand on fait un coming out, soient là vraiment sensibles. Justement, le spectacle s'appelle L'homosexualité, ce douloureux problème, parce que c'est vraiment la question dans l'émission. C'est douloureux, c'est un problème psychologique, il faut soigner ces pauvres personnes qui souffrent terriblement. Et c'est un pied de nez, évidemment. Alors, Lazzi. Maintenant, Philippe Torreton et Vincent Garanger, deux acteurs monstres réunis par Fabrice Melchior qui leur a écrit un duo mélancolique et comique, écrit sur mesure, une leçon de théâtre, une belle pièce sur la fin d'une époque, d'un monde, un peu à la manière de Tchekhov. Ça raconte un changement de vie, une adaptation à quelque chose. Et il se trouve que ces deux personnages donc, qui portent nos prénoms, l'un s'appelle Vincent, l'autre s'appelle Philippe. Vincent est divorcé et a une fille qu'il voit assez peu. Et à chaque fois qu'il la voit, il s'ennuie un peu. Moi, ma femme est morte. Et visiblement, je ne m'en remets pas. Et je ne vois plus mes deux enfants que je qualifie d'abrutis, en fait. Bref, ils ne m'aiment pas et je ne les aime pas. Donc, voilà, ces deux hommes qui ont raté, en tout cas pour des raisons différentes, mais leur vie sentimentale, familiale, qui ont tout donné au cinéma, finalement, à l'accumulation de films, à la cinéphilie. Eh bien, ce qui composait leur univers depuis 27 ans, comme il est dit au début de la pièce, s'écroule. Donc, ils n'ont plus rien. C'est très drôle, vraiment c'est très drôle. Les gens sont morts de rire et les gens sont saisis par des choses comme ça, parce qu'il nous arrive des drames et on évoque aussi des drames passés, et puis on a des drames qui se passent en direct aussi. Le décor est un non-décor et tout ce qu'on va être amené à faire, c'est nous qui allons le faire avec nos corps, nos mouvements. On va mimer, on va jouer, on va faire comme si. Et donc,
toute cette pièce est un énorme lazzi. On s'amuse entre nous à dire que Philippe Torreton est le sociétaire du Théâtre de Célestin, parce que c'est vrai qu'entre mes spectacles et puis d'autres spectacles, ça fait des années qu'il revient tous les ans. Et c'est un vrai bonheur. Voilà, on est pratiquement arrivé à la fin de la saison et la fin de cette présentation. Encore, presque. Il y a encore des surprises. On peut déjà vous dire qu'il y a une surprise qu'on vous concocte avec la nouvelle direction des Nuits de Fourvière en fin de saison prochaine, ici dans la grande salle. Un grand spectacle. On garde la surprise jusqu'en mars prochain. J'espère que vous allez tenir. Parce qu'on ne peut pas dévoiler, nous, la programmation avant qu'eux-mêmes, ils ne l'aient dévoilée. Hein. On est en partenariat. Donc, du coup, il faut attendre. Et puis, le festival Caravelle, qui revient aussi, de Mourad Merzouki, et qui s'ouvrira cette saison au Célestin avec une carte blanche au chorégraphe Bouziane Boutelja, le 26 septembre. Et au programme, une création Rupture, s'appelle, dans la grande salle, précédée, comme d'habitude, d'un apéritif, d'un zakouski, d'un échauffement sur le parvis du théâtre. On va ouvrir le festival Caravelle au Célestin. Et ça, c'est une belle nouvelle. Je suis ravi de revenir avec une proposition qui est une belle proposition, un chorégraphe qu'on connaît peu, mais qui fait un travail formidable. Le chorégraphe s'appelle Bouziane. Son travail, c'est une écriture à mi-chemin entre la danse hip-hop et la danse contemporaine. C'est scénographiquement magnifique. Il y a tout un travail où il fait danser ses danseurs sur de la terre. Et c'est assez beau, c'est visuel, c'est généreux. C'est une très belle danse. Donc ça, c'est pour le spectacle dans le théâtre des Célestins. Et puis, il va faire tout un travail en amont avec des danseurs amateurs. Et l'idée, c'est de présenter un format de pièces en extérieur devant le théâtre avant la représentation. Donc, il y aura dedans et dehors. Le prix Incandescence, vous le savez, c'est l'ancien prix Célestin, mais désormais co-organisé par le TNP et les Célestins. C'est un lieu de repérage et de mise en lumière des compagnies de théâtre régionales. La prochaine édition, elle aura lieu du 20 au 24 juin dans nos deux théâtres. Et les lauréats 2022 de la section spectacle. 2 spectacles. Un spectacle coécrit par François Yin et Jérôme Cochet qui s'appelle Mort d'une montagne. Et une mise en scène d'un texte qui s'appelle Froid, biographie d'ombre de Lars Noren, mise en scène par Claude Leprêtre. Ils seront présentés au TNP en partenariat avec nous du 13 au 15 décembre 2023 et du 13 au 15 mars 2024, la saison prochaine. Et je vous encourage à aller découvrir ces compagnies très talentueuses. NOS, c'est le programme européen de création avec 3 écoles et 3 théâtres portugais, galiciens et français, qui a pour vocation de créer un spectacle multilingue en français, galicien et portugais par des étudiants comédiens. C'est actuellement Claudia qui répète avec la promotion de l'année 2023. Une création qui verra le jour ici en Célestine et qui sera présentée du 16 au 18 juin. C'est Iphigénie, dans la version de Thiago Rodriguez, qu'on va créer donc ici au Célestin le 16, 17 et 18 juin, et qu'on partira jouer après, donc au Centre dramatique national de Galice, au Théâtre Saint-João de Porto et au Dona Maria de Lisbonne, donc avec les 4 écoles et les 4 théâtres qui composent ce magnifique programme. D'ailleurs, c'est l'impression que mes étudiants portugais, galiciens et français sont quelque part dans la salle, mais évidemment, je ne les vois pas. Et puis toujours notre programme Écran Rouge, ils sont là-haut.
Je vous invite à aller découvrir les courts-métrages qui sont réalisés par les étudiants de la Cinéfabrique en écho au spectacle de la saison. Il y a un tout à fait étonnant Don Juan qui est évidemment en écho au Don Juan présenté actuellement dans la salle. Il y a eu un documentaire animalier assez étonnant, d'ailleurs qui a reçu un prix d'un festival documentaire en écho à la Cerisay, qui était très très beau. Donc ça, c'est les 2 derniers films, mais il y en a beaucoup, et vraiment cette plateforme écranrouge.com les met à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis toujours nos programmes d'éducation artistique, nombreux évidemment, sous la direction de Didier Richard, qui est le responsable des relations avec le public ici, que vous connaissez sans doute, et toute son équipe, qui font un travail magnifique. Haut-Parleur, qui est le programme de formation à l'art oratoire des lycéens. On travaille avec 10 lycéens de la région Rhône-Alpes, 10 lycées de la région Rhône-Alpes, 10 groupes de lycéens qui viennent ici s'affronter au cours de jeux oratoires absolument remarquables, une fois par an. Et puis un nouveau programme qui s'appelle Théâtre au collège, dans lequel on propose à des auteurs d'aller écrire en immersion dans un collège à partir de témoignages de collégiens ou en collaboration avec les collégiens, des textes qui sont mis en scène également en collaboration avec des collégiens, une autre classe, 2 classes. C'était François Yin qui avait écrit le premier texte qui s'appelle Le chat, sur le harcèlement scolaire. Yann Leroux, la mise en scène avec 2 jeunes acteurs. Et ce spectacle tourne dans tous les collèges. Et la saison prochaine, c'est l'autrice Julie Rossello-Rochet, dont on va pouvoir découvrir ici, à partir de demain, en Célestine, le texte Sarrazine, qui raconte l'histoire d'Albertine Sarrazin. Julie Rossello-Rochet est une grande autrice ici, qui travaille beaucoup en Rhône-Alpes, et qui va écrire un texte sur le développement durable, sur l'écologie, qui s'appelle Grand-mère Feuillage, et donc qui va être créé dans des collèges et représenté dans les collèges. C'est un théâtre hors les murs. On va à la rencontre du public de demain, travailler aussi avec lui, le sensibiliser à l'art théâtral par la pratique aussi. Ça sera une création à partir de janvier 24. Voilà. Et puis des nombreuses surprises à venir, en partenariat avec d'autres structures lyonnaises, que l'on vous annoncera en temps voulu, avec toujours le même objectif, celui de provoquer l'étonnement et d'ouvrir les portes de nos théâtres au plus grand nombre. Avant les remerciements, juste un mot très rapide, avant de vous laisser vous ruer sur les abonnements, auprès de notre équipe de billetterie. Plusieurs innovations cette saison qui ont pour but de vous rendre la vie plus simple, plus facile. Et moins cher. Moins cher, c'est pas mal. On innove avec un abonnement et une réservation plus simple, plus accessible et plus facile. Aucun spectacle n'est imposé dans l'abonnement. Et l'abonnement, on vous rappelle que c'est à partir de 4 spectacles. Donc, vous pouvez vous abonner à tous les spectacles sans avoir une obligation ou des spectacles focus comme auparavant. Il y a un nouvel abonnement qu'on appelle Absolu qui vous permet de découvrir, si vous le souhaitez, tous les spectacles de la saison, 34, pour un tarif tout à fait préférentiel, puisque c'est 10 € la place, donc 340 € pour l'année, pour le public majeur, on va dire. En tout cas, majeur, c'est au-delà de 28 ans, puisque pour les moins de 28 ans, c'est 5 € la place, donc 170 € les 34 spectacles. Et évidemment, alors on aurait voulu que ce soit un abonnement qui ressemble un peu aux abonnements que vous pouvez retrouver dans les cinémas simples. On s'abonne, on paye mensuellement. On est un théâtre en régie directe. C'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, évidemment, on vous offre des possibilités d'étaler le paiement, mais en tout cas de découvrir tous les spectacles de la saison. Et j'imagine qu'on vous a donné un tout petit peu envie ce soir de le faire. Et puis, un nouveau site de vente en ligne, tout beau, tout neuf, qui vous permettra demain de naviguer très aisément et de réserver vos places en abonnement dès demain
Voilà, et on espère que vous serez nombreux, évidemment, à le faire. Il nous reste qu'à remercier nos partenaires institutionnels, c'est-à-dire la ville de Lyon, le Grand Lyon et la métropole, les partenaires pour le programme d'éducation artistique, qui sont le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale, les mécènes de la Fondation du Cercle Célestin, qui est désormais sous l'égide de la Fondation Bulukian, la Société Générale Auvergne-Rhône-Alpes et le groupe LDLC, qui sont nos mécènes bienveillants, c'est-à-dire ceux qui nous donnent le plus d'argent, on va dire. Ouais. Les mécènes associés, un petit peu moins d'argent, mais quand même. Vivendi Create Joy et le groupe SEB, et puis les mécènes de la Fondation, la Holding Textile Hermès, la Fondation de l'Olivier, le Grand Café des Négociants, la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, la Fondation Suez en Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Ponce Patrimonie. Nos partenaires médias aussi, Arte, France Culture, Le Monde, Télérama, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sceneweb.fr. Les partenaires des créations, JC Deco, le Citral, Only Lyon, ceux qui soutiennent l'accueil des spectacles, la Maison Martin Morel et Patrice Mulato. Et un immense merci à la belle équipe du théâtre. Sans son engagement au service de la création et du public, rien ne serait possible. Je crois qu'on peut l'applaudir très chaleureusement, cette équipe. Et puis un merci tout particulier à l'équipe technique, effectivement, qui a essayé ce soir de vous accueillir dans des conditions tout à fait uniques, superbes. Merci à Mathieu Sangivi et à Jade qui ont réalisé les petits films qui vous ont présenté les spectacles de la saison. Un grand merci, évidemment, et un chaleureux merci à Hélène Eusdin qui a illustré avec un immense talent cette saison et installé et qui a installé la scène de notre théâtre dans un ailleurs merveilleux qui embellira, on l'espère, notre ici. Merci à toutes et à tous pour votre attention. La saison n'est pas finie, mais passé, après la fin de la saison, un bel été, bien reposant et bien ressourçant.